rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, sister, do you still believe in love? I wonder. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. What if I'm far from home? Oh, brother, I will hear you call. What if I lose it all? Oh, sister, I will help you out. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, do you still believe in love? I wonder. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. What if I'm far from home? Oh, brother, I will hear you call. What if I lose it all? Oh, sister, I will help you out. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Radio 100% lycéen. Radio 100% lycéen, la radio des jeunes de la région Centre-Val de Loire, en direct, en audio et en vidéo sur yeps.fr. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio 100% lycéen. Nous sommes des élèves du lycée agricole de Chambray et pendant 2 jours nous animons cette radio en direct de la Villa Rabelais, à Tours. Je m'appelle Raphaël et je suis accompagné de Romain. Bonjour Romain. Bonjour Raphaël et bonjour à tous. Et oui, pendant 2 jours, nous vous proposons 8 émissions. Comme nous sommes en bac pro vente de produits alimentaires, vins et spiritueux, c'est sur l'alimentation que les émissions vont porter. Avec Radio 100% lycéen, en direct sur yeps.fr.
Avec Romain, nous avons envie de parler, de comprendre la différence entre fast-food, street food et burger gastronomie. Nous aimons tous les deux les fast-food comme 60% des jeunes, j'imagine. Nous fréquentons les grandes enseignes de fast-food, les tacos, les kebabs. C'est un phénomène qui nous touche et c'était l'occasion de proposer une émission là-dessus. Pour nous accompagner durant l'émission, nous avons la chance d'avoir 2 invités de marque. Tout d'abord, Kylian Stingel, vous êtes responsable de l'Université ouverte des sciences gastronomiques ici à la Villa Rabelais, enseignant, chercheur de l'IEHCA et auteur gastronomique. Bonjour Kylian. Bonjour Romain, bonjour Raphaël. Et puis nous avons la chance d'accueillir Benoît Sanchez, chef des 2 restaurants Le Tatoué Toqué à Tours, mais surtout champion du monde du burger gastronomique. Bonjour Benoît. Bonjour Raphaël, bonjour Romain. On commence l'émission avec vous Kylian. Cette première question, pouvez-vous donner une définition de ce qu'est la fast-food ? Alors le problème déjà c'est le mot définition parce qu'il n'y a pas de définition du mot définition. Alors tout dépend si on attend une définition académique ou une définition populaire de ce qu'est le fast-food. Le fast-food, si on remonte aux origines de sa présence dans l'hexagone français, il faudrait remonter aux années 50 jusqu'aux années 80, moment où il y a vraiment eu cette émergence, et aux années 50 si on essaye d'observer ce qui se passait aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est avant tout la rapidité de service qui était attendue pour refléter le mot fast-food, et cette rapidité de service, on l'a d'abord entendue dans le cadre des drive-in, les cinémas à la mode en voiture qui étaient très courus, et du coup on venait servir à coups de roller directement dans les voitures. On a vu des grandes marques qu'on connaît avec des grands M qui sont nées justement à l'occasion de ces époques. Et puis en France, nous, il faut attendre les années 80 pour voir des marques avec un grand Q, par exemple, qui apparaissent dans nos différentes régions. Le Quick et le McDo sont les 2 premiers, avec Burger King derrière, qui sont apparus sur notre territoire. Quick a été le premier, malgré ce qu'on peut penser. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est venu en versus de la restauration traditionnelle, qui était courante chez nous en France. Et ça venait répondre à différentes attentes, non seulement une mobilité, parce que les jeunes étaient déjà très mobiles. Moi-même, dans les années 80, pour apprendre en centre de formation d'apprentis, j'utilisais une voiture pour aller au CFA et je vivais dans une province. Donc inévitablement, j'avais déjà dans l'état d'esprit une notion de liberté, de vie naturelle, qui était le fait d'utiliser une voiture pour gagner cette liberté. Et d'utiliser la voiture, ça me permettait d'aller découvrir des formes de restauration qui n'existaient pas en centre-ville ou au centre du village dans lequel je me trouvais. Les premiers Quick apparaissaient dans les zones industrielles, donc la voiture était très utilisée, mais pas pour faire du drive-in, on se garait sur le parking, on allait directement au comptoir. Et le fait que ça s'appelle fast, chez nous, avait vraiment sa définition, compte tenu que c'était un service ultra rapide. Je parle au passé, parce que les fast-food, petit à petit, ont perdu en rapidité, mais c'était un service ultra rapide, parce qu'il y avait une densité de personnel pour servir à ce moment-là, qui était très important. Donc, on voit que ce besoin de vente à emporter était très mise en place en termes de logistique, en termes de packaging. Ça s'est décliné petit à petit parce que le packaging a été plus intéressant en termes d'esthétisme que l'offre à l'intérieur de la boîte. Et puis petit à petit, on a eu un autre phénomène en France, c'est que la démographie s'est développée. On est de plus en plus nombreux en termes d'habitants. Donc aujourd'hui, plus il y a de clients, plus il y a de concurrence de marques et plus il y a de rapidité de service nécessaire. Donc on voit un fast-food aujourd'hui qui est obligé de s'adapter de l'évolution de la démographie et de l'économie. Merci. Pourquoi cette fast-food est-elle associée à ce qu'on appelle aujourd'hui la junk food ? Alors, ce que j'aime bien dans votre question, c'est le on. Pourquoi on appelle ? On m'a toujours dit que on ne sait pas qui c'est. Les médias aujourd'hui sont un peu là pour nous prôner ce on, et quand on laisse entendre que la fast-food c'est de la junk food, c'est surtout les médias qui l'affirment. Les médias sont là essentiellement pour faire ce qu'on appelle du buzz la plupart du temps, tout du moins attirer leurs lecteurs ou leurs auditeurs, et ils utilisent naturellement des termes grandiloquents, performants, catastrophiques, quelquefois quitte à faire peur, et le mot junk food est là tantôt pour faire peur. Si on devait le traduire dans une terminologie française, eh bien c'est le versus qu'il y a entre bien manger et malbouffe. Ce mot malbouffe aussi n'a aucune définition officielle, et on voit que ce mot malbouffe, à contrario du mot bien manger, est dans une problématique de curseur.
Ce qui peut être une malbouffe pour vous ne l'est pas pour moi et vice-versa. Ce qui peut être un bien manger pour vous ne peut ne pas l'être pour moi et vice-versa. Tout dépend finalement de l'âge, donc de la génération, des moyens financiers, du contexte historique, du contexte spatial, du contexte temporel, etc., des actualités politiques potentiellement, qui vont nous amener au fait qu'on aura tous notre propre définition de ce qu'est une bonne nourriture ou de ce qu'est une junk food, dite malbouffe dans notre pays. Donc on a vu dans les années 70 ce mot malbouffe qui commençait à apparaître dans les médias, justement pour essayer d'attirer le lecteur. Malheureusement, les années 70, c'était hier, malgré ce que vous pourriez ressentir, vous en tant que jeune, nous on a l'impression que c'était encore hier, et on n'a pas assez de recul, un historien n'a pas assez de recul aujourd'hui pour définir si réellement cette production était une forme de malbouffe, ou au contraire, si c'était simplement un effet d'aubaine que de tirer la corde vers le bas de la part des médias. La différence, on parle de plus en plus de street food et nous faisons encore appel à vos connaissances pour nous en dire plus. Alors la street food, là on peut s'appuyer sur le terme, street au moins c'est clair, c'est la rue, c'est l'extérieur, et cette notion de street food se justifie par un besoin de mobilité. On sait qu'aujourd'hui on nous parle de mobilité douce dans les différents périmètres urbains, on demande à ce que les nouvelles générations apprennent à ne plus avoir une voiture indépendante comme je l'expliquais pour ma part dans les années 80, mais au contraire d'utiliser des canaux de transport en commun afin que petit à petit cette mobilité douce puisse devenir une mobilité tout court, d'aller d'un lieu à un autre. Donc on a cette cuisine de rue peut-être petit à petit qui naît dans nos différents centres urbains, comme elle existe déjà dans différentes autres populations d'un point de vue anthropologique. Si vous allez en Asie, par exemple, la cuisine de rue est à chaque coin de rue, quelquefois assise sur un tabouret, une dame est en train de vendre une production culinaire qu'elle fait directement devant vous avec son wok sur un feu artisanal, et vous pouvez acheter au fil de l'eau, au fil des quatre coins de rue, ce dont vous avez besoin. On n'en est pas à ce stade parce que nous, on a une lecture beaucoup plus organisée sur les nécessités sanitaires et hygiène. Donc, on a des ventes de rue qui sont faites non pas au bord de la rue, mais directement dans nos établissements. Bien que, si on remonte finalement à l'Antiquité ou à la période médiévale sur ce qui pouvait se passer en termes de cuisine de rue sur notre territoire, eh bien, autour des arènes de Nîmes ou d'ailleurs, on voyait déjà énormément de ventes de rue qui se faisaient de produits cuisinés. À l'époque médiévale, il y a des grandes productions d'oublieurs, c'est-à-dire vendaient des oublis, des genres de gaufres ou de beignets qui se faisaient comme petit métier de Paris, dans les rues de Paris. Et puis encore aujourd'hui, quand vous baladez dans les grandes villes, vous voyez tous des vendeurs de châtaignes debout derrière un gros tonneau en métal en train de vous vendre des châtaignes produites directement devant vous. Donc il y a toujours eu, comme il y a toujours eu également les food trucks, qui sont des formes de cuisine de rue, que ce soit les vendeurs de glace dès la période de Louis XIV jusqu'à aujourd'hui, toute l'offre qu'on peut avoir. Donc aujourd'hui, la street food n'est plus nécessairement une nourriture de rue, compte tenu qu'elle est devenue elle est rentrée dans des boutiques, mais petit à petit, elle est de plus en plus assise, compte tenu qu'il y a des restaurateurs comme Benoît qui produisent une cuisine qui est dans l'esprit de la street food, mais qui malgré tout se sert comme dans un restaurant. Merci beaucoup, Kylian. On fait une première pause musicale avant de donner la parole à Benoît Sanchez. On s'écoute avec Jaja Dinaz et son titre Bomba, et on se retrouve juste après. Elle est belle et elle bombe pas. Elle fait mal, c'est une bomba. Elle est belle et elle bombe pas. Elle fait mal, c'est une bomba. Elle est belle et elle bombe pas. Elle fait mal, c'est une bomba. Elle est belle et elle bombe pas. Elle fait mal, c'est une bomba. Depuis qu'elle est rentrée dans ma life, c'est même plus la même histoire. Hier j'étais avec elle toute la night. Je la regardais se maquiller devant le miroir. Depuis qu'elle est rentrée dans ma life, c'est même plus la même histoire. Hier j'étais avec elle toute la night. Je la regardais se maquiller devant le miroir. Elle a pris des ailes, je l'ai laissée seule. Elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit fais nécessaire. Elle a pris des ailes, je l'ai laissée seule. Elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit fais nécessaire. Tous les jours je pense à toi, j'ai plus de temps à perdre.
mais je pète ma tête parce que je sais que je veux pas la perdre. Elle est belle et elle bombe pas. Elle fait mal, c'est une bomba. Elle est belle et elle bombe pas. Elle fait mal, c'est une bomba. Elle est belle et elle bombe pas. Elle fait mal, c'est une bomba. Elle est belle et elle bombe pas. Elle fait mal, c'est une bomba. Je lui tourne autour. Reste à la maison, je fais tout. Elle m'a joué des tours, calmer mes doutes, qu'est-ce qu'elle est douce. Je peux tout quitter, mais je fais pas le précipiter. Je te dis la vérité, on est piqué donc c'est compliqué. T'as tout ce qu'il faut, j'ai tout ce qu'ils veulent, j'ai plus les mots. Fais pas la folle, je te préviens, sinon c'est mort. Je suis gentil mais je peux être méchant. T'es naïf, moi je suis méfiant. On se montrera pas devant les gens. C'est en privé qu'on pète le champ. Elle est belle et elle bombe pas. Elle fait mal, c'est une bomba. Elle est belle et elle bombe pas. Elle fait mal, c'est une bomba. Elle est belle et elle bombe pas. Elle fait mal, c'est une bomba. Elle est belle et elle bombe pas. Elle fait mal, c'est une bomba. Je vais péter les plombs, elle veut couper les ponts. J'ai compris, c'est bon, on va pas tout casser, c'est con. J'ai pété les plombs, elle veut couper les ponts. J'ai compris, c'est bon, on va pas tout casser, c'est con. Elle est belle et elle bombe pas. Elle fait mal, c'est une bomba. Elle est belle et elle bombe pas. Elle fait mal, c'est une bomba. Elle est belle et elle bombe pas. Elle fait mal, c'est une bomba. Elle est belle et elle bombe pas. Elle fait mal, c'est une bomba. Radio 100% lycéen, en direct sur yeps.fr. De retour en direct avec nous et nos invités, Kylian Stangel et Benoît Sanchez. Benoît Sanchez, vous êtes chef cuisinier et vous avez ouvert 2 restaurants à Tours et vous avez gagné le titre de champion du monde de burger. Une première question. Qu'est-ce qui, dans votre carrière, vous a donné envie de travailler ce sandwich américain qui est le burger ? Alors, c'est depuis 2017, ouais. En cherchant un concours culinaire sur Internet, je suis tombé sur le championnat de France la Coupe de France de burger. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant à faire. Pourquoi pas ? Donc j'ai essayé, je me suis inscrit, j'ai été finaliste à Paris. Et je me suis dit, il y a quelque chose à travailler sur le burger. Voilà, en recherchant les bons produits, voilà, les bonnes recettes. Et donc depuis 2017, j'ai travaillé dessus et puis j'ai pas lâché. J'ai fait d'autres concours entre temps et que j'ai gagné. Et puis dans des restaurants, j'ai travaillé le burger. Et puis après, j'ai eu l'opportunité d'acheter le premier restaurant et je me suis mis à travailler dessus. Et maintenant, ça marche. D'accord, merci beaucoup. Une autre question. Comment aujourd'hui définirez-vous votre cuisine ? Donc une cuisine, je dirais un peu toquée, hein, donc je suis tatoué et toqué. C'est une cuisine travaillée, recherchée. Pour faire un burger, c'est pas facile. Tout le monde pense que c'est un pain, un steak, du fromage. Non, un burger, faut trouver un bon équilibre, trouver les bonnes matières premières. Voilà. Donc moi, je recherche souvent le fromage en premier. Pour travailler après autour, la protéine, le pain, les sauces, et voilà. Et donc c'est une cuisine très travaillée. En fait, je dis, je travaille c'est des produits cuisinés entre 2 tranches de pain. Et donc ma cuisine, elle est recherchée. Je change ma carte tous les 3 mois. Donc tous les 3 mois, il faut que je me renouvelle. Voilà, je suis à plus de 400 recettes de burgers là actuellement. Donc voilà. D'accord. Les produits que vous travaillez sont-ils issus de circuits courts et pouvez-vous nous donner quelques références ? Alors je suis je dirais entre 75 et 80% de produits courts, circuits courts. Je travaille avec une fromagerie qui est à Abbesse-les-Châteaux, la Couronne Le Choix. Je travaille avec la fromagerie Lucie. Après, je prends des légumes chez Denis Bourg à Saint-Martin-le-Bourg. Je travaille de temps en temps avec Éric Roy qui est sur Saint-Genoux. Mes pommes de terre viennent de la Sarthe. Ma viande, alors c'est pas en local, mais
Je travaille à ma viande avec un éleveur en direct en salaire Sangus qui fait mes steaks hachés à 20% de matière grasse que je lui demande. Et donc moi c'est hyper important de travailler, même en boisson, hein, je suis bière locale, mes vins c'est que du local, mes jus de fruits c'est du local, verger de la Manse. Donc voilà, pour moi c'est hyper important de travailler avec des produits en circuit court, surtout qu'on a des bons produits dans la région, donc pourquoi aller ailleurs. Effectivement. Avec Romain, on est allé faire un petit tour, faire un petit reportage au restaurant Le Tatoué Toqué du Tour pour comprendre votre démarche. On écoute ça et on se retrouve juste après. Nous sommes actuellement rue Brissonnet, centre-ville de Tours, devant le restaurant de Monsieur Sanchez, Le Tatoué Toqué, et nous allons vous lire la carte actuelle. Alors nous avons le classique burger qui s'équipe de buns steak haché, sauce toqué, cheddar, oignon rouge, pickles. Le platini, buns steak haché, rillon, Sainte-Maure, sauce moutarde, miel, pickles de pommes, confit d'échalotes, roquettes. Alors on se retrouve dans le restaurant Tatoué Toqué, nous allons y rentrer et on va se diriger vers monsieur Benoît Sanchez. Alors bonjour Benoît Sanchez, merci Bonjour. de nous accueillir ici aujourd'hui. Plaisir. Est-ce que ce serait possible donc de faire une petite visite de votre Bien restaurant? sûr, avec plaisir. Ah, on vous suit alors. Là, déjà à l'extérieur pour l'été on a une terrasse d'une 20aine de places, D'accord. voilà, donc, qui donne sur la rue un peu historique, sur la rue Brissonnet. Ensuite quand on rentre, donc, on a une première salle, donc avec pierre apparente, avec des arches un peu ogives, donc c'est des vieilles bâtisses qui datent du 15e siècle. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais. Très Donc, c'était intéressant. les moines, c'était relié aux autres maisons de l'autre côté. Donc une première salle où il y a une 30aine de places, avec le bar, l'accueil. Donc après c'est une déco assez geek pop années 80. Et donc je suis resté sur mon esprit un peu années 80, Albator, Goldorak, Cobra, voilà. Donc il y a une petite figurine à droite, à gauche, une amie qui me fait mes peintures. Je suis un gros collectionneur de tout ce qui est années 80. Donc surtout après sur les dessins animés japonais, tout ce qui est Albator. Alors tout n'est pas japonais, hein, c'est Maître de l'Univers, c'est un créateur de Tours hein, qui a créé ce dessin animé. Ulysse 31, c'est pareil, c'est le même créateur de Tours. Et c'est une grande passion pour moi, donc je suis un gros collectionneur. Bon, à Tournord, il y en a plus, hein, plus de figurines, de vieilles consoles aussi. Donc deuxième salle, pareil, il y a 32 places. Donc là, c'est pierre apparente, mais ça n'a rien à voir avec la première salle. La cuisine, donc, ouverte sur cette salle-là. La cuisine est moins grande que celle de Tournord. Hein. On peut dire qu'elle est divisée même par 10, voire 15. Ils sont 3 à travailler dedans. Donc voilà, il y a une personne qui gère tout ce qui est cuisson steak. J'ai une personne qui garnit les pains et une personne qui gère les frites. Donc c'est pas grand, mais c'est hyper optimisé. Et après, c'est une organisation. Voilà, faut pas se marcher dessus. Donc tout le monde sait ce qu'il doit faire. Le mec qui est au pain, il est ici. Hop, il toast ses pains. Il est garni ici. Voilà, il bouge pas d'ici, quoi. Le gars qui est aux frites, il est là-bas, il bouge pas d'ici. Et le gars qui est aux viandes, il a sa partie ici, ces frigos-là. Et il gère sa viande ici. Et on se marche pas dessus. Comment faites-vous pour vous partager entre les deux restaurants Déjà, je suis une personne qui est assez costaud, donc je peux me couper en deux. Bon, je peux pas être aux deux endroits en même temps, c'est normal. Donc après, j'essaie de faire moitié-moitié. Donc lundi, ici, on est fermé. Donc le lundi, je suis toujours à Tournord. Le mardi, donc on ouvre ici, donc j'essaie de toujours être là le mardi. Et après, souvent les fins de semaine, je suis ici, et les milieux de semaine, je suis à Tournord. Et ensuite, après, je fais d'autres choses à l'extérieur. Donc c'est vrai que des fois, là, on a fait la foire 10 jours. Donc après, j'ai des équipes qui gèrent bien, qui tournent bien en cuisine et en salle. Donc c'est très bien. Vous n'avez pas à vous inquiéter, quoi. Non, moi, je m'inquiète pas. Quel type de vin mettez-vous en avant dans vos restaurants? Alors, que ça soit en vin ou en bière ou en soft, je suis un maximum de local. Alors, on est obligé de travailler des produits Coca-Cola, voilà, alors, je dis les marques, mais, on est obligé de travailler des produits de marque. Mais après, tout ce qui est jus de fruits, c'est verger de la Manse. Tous mes vins, c'est du local. Mes bières, c'est du local. Voilà, c'est la Petite Messe, c'est l'artisanel, c'est LBF. Sur mes deux restos, je travaille à peu près, je parle en boisson et en matière première des burgers, je suis à 80% de local à peu près. Vous essayez de faire un maximum possible pour que ça soit des circuits courts, c'est ça? Ouais, c'est ça, un maximum de circuits courts, c'est hyper important. Puis après, dans la région, on a des super produits, hein, ça n'a rien à aller chercher ailleurs. Est-ce que vous avez une passion pour le rugby, comme je vois que vous avez un t-shirt de rugby? De marque de rugby, ouais. Alors j'ai une grande passion, c'est la gymnastique rythmique et sociale. J'en ai fait pendant 3 ans. Non, je rigole. Je suis 1m86, 150 kg. Donc j'ai été un ancien rugbyman et c'est une grande passion le rugby. Déjà, je suis sponsor du Winton, le tournoi
à 7. Voilà, donc j'ai beaucoup de rugbyman, j'ai du footballeur américain aussi avec les Pionniers de Touraine. Après, je suis partenaire du basket du TMB, donc ils viennent aussi souvent les joueurs. Voilà, j'ai pas mal de sportifs, l'US Tourvien, j'ai beaucoup aussi du TVB, le volleyball. Comme à Tournord, on a la salle de sport en face et ils s'entraînent juste en face. Donc ils viennent souvent manger après dans les restaurants. Super, merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, monsieur Benoît Sanchez. Merci de votre patience. Alors, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve donc mercredi et jeudi avec Benoît Sanchez et on vous dit à la prochaine. Radio 100% lycéen en direct sur yeps.fr. Un grand merci à l'équipe du restaurant qui nous a accueillis pour notre reportage. Pourquoi avoir participé 2 fois au championnat du monde de burger et qu'est-ce que votre titre vous a apporté? Alors j'ai participé 2 fois et demi, je dirais. La première fois, j'ai pas pu partir à cause du Covid, j'ai été bloqué à l'aéroport. Donc c'était en 2021. Donc je me suis dit l'année prochaine, voilà, je suis un peu rancunier, donc j'ai la niaque et j'ai dit il faut que je le fasse, quoi. Donc je l'ai fait en 2022 et on a fini 2e à 0,3 points du premier qui était américain. Donc comme je dis, je suis rancunier, donc j'ai eu un peu les boules et on s'est dit avec l'équipe on reste pas sur une 2e place, donc on a voulu y retourner l'année dernière en novembre. Et donc on a gagné, et là on a gagné de 0,8 points sur le 2e qui était américain. Donc voilà, on a eu la revanche. Et ce concours m'a apporté déjà beaucoup de clients. Hein, le fait d'avoir remporté ce concours-là, même avoir fini 2e l'année dernière, ça avait été dur. Et pendant 3 mois, on a été complet, donc il fallait réserver 3 mois avant de venir manger au restaurant. Donc voilà, ça m'a apporté aussi beaucoup de collaboration avec des chefs. Actuellement, je travaille un peu avec Grégory Coutenceau sur le Stade Rochelet, voilà, sur des événements. Là, on m'a demandé, il y a 2 semaines, je pars au Qatar au mois d'octobre dans un palace intercontinental Doha Beach and Spa, où je pars 2 semaines là-bas. Ils m'invitent pendant 2 semaines et voilà, il y a dégustation de burgers, il y aura un concours qui peut me battre, il y aura plein de choses mises en place, voilà. Et voilà, je suis sur des salons, je bouge beaucoup, donc voilà, ça n'arrête pas. D'accord, merci. Kylian, je me tourne vers vous maintenant. En dehors des prix, comment peut-on expliquer que les jeunes de notre âge se tournent plus facilement vers la junk food plutôt que vers les établissements comme ceux de Benoît? Il y a peut-être une notion de prix déjà qui fait que vous n'êtes pas nécessairement avec les mêmes moyens qu'un quadragénaire qui va aller manger dans le restaurant de Benoît. Et puis le restaurant de Benoît, c'est un restaurant assis à table avec service à table, donc ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'attend un jeune dans ses besoins de mobilité aujourd'hui. On voit bien qu'il y a de toute façon une opposition entre générations qui est naturelle. On a rarement envie de manger au même endroit que mangent nos parents. Donc une restauration traditionnelle qui est assise vient en opposition d'une restauration qui est mobile, de fast-food ou de food truck. Et puis le jeune cherche finalement le fast-food par rapport aussi à un intérêt d'appartenance à sa génération, d'appartenance à son groupe social. Et pour autant, vous n'avez pas utilisé le mot fast-food, vous avez utilisé le mot junk food. La junk food, si on écoute ce qu'en disent les médias, voire les chercheurs, sur cette définition de cette malbouffe, on la retrouve aussi, malgré tout, dans toutes les générations, compte tenu qu'en grande surface, quand on fait ses courses, on n'achète pas nécessairement que des produits qui sont valeureux pour notre corps. On achète bien souvent des produits qui sont trop gras, trop sucrés ou trop salés. Et c'est pas uniquement dans le monde de la fast-food que l'on peut trouver ces défauts. Donc on a, dans tous les cas, toutes les générations qui s'intéressent à la malbouffe ou à la junk food. Évidemment. Merci pour cette réponse. La France a une renommée mondiale pour sa gastronomie qui est inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Vous-même, vous travaillez pour que Tours devienne capitale de la gastronomie. Or, nous sommes passés de 200 enseignes de fast-food il y a 30 ans à près de 50 000 aujourd'hui. Ces enseignes, on les retrouve le plus dans les villes moyennes. Comment
Excusez-moi, comment expliquez-vous ce paradoxe ? Alors, Tours n'envisage pas de devenir capitale de la gastronomie. Elle est déjà une des 4 cités de la gastronomie et elle se doit finalement d'être un lieu d'ambassade, de promotion des gastronomies. Raison pour laquelle vous êtes ici dans la maison des cultures gastronomiques. Et puis, sur la notion de 200 enseignes de fast-food il y a 30 ans et 5000 aujourd'hui, je ne sais pas si vous parlez de Tours ou vous parlez de la France. J'espère qu'on parle de la France parce que ça voudrait dire qu'il y aurait beaucoup d'établissements. Et puis, il faut toujours faire attention aux statistiques et aux données parce que tout dépend de ce qu'on appelle aujourd'hui un fast-food. Est-ce que Benoît rentre avec son établissement dans votre mesure ? Non, je pense pas. Je pense pas non plus. Non, Est-ce que l'on prend uniquement des enseignes de grande densité telles que Quick, Burger King, McDo et bien d'autres ? Ou est-ce qu'on va également chercher les formules de restauration rapide à hamburger qui ne sont pas des enseignes reconnues mais qui sont des indépendants ? On peut penser à Balzac par exemple ou à d'autres. Est-ce qu'on regarde uniquement ceux qui viennent des États-Unis dans votre inventaire ou on regarde ceux qui viennent des pays beaucoup plus lointains ? Donc il y a dans tous les cas un recul à prendre sur un affichage de chiffres comme cela parce que toute statistique peut être lue en fonction de notre point de vue. Et puis vous demandez finalement pourquoi ce paradoxe. Le paradoxe il vient de la démographie de notre commune, de notre ville. Cette démographie se développe, l'offre se développe naturellement et elle évolue aussi avec l'évolution des générations. On n'est plus uniquement sur une offre de type de fast-food aujourd'hui, on a énormément d'offres qui vont suivre, par exemple l'avènement de la K-pop, on va se retrouver avec des fast-food coréens et bien d'autres. Et cette évolution, on l'a toujours rencontrée. On a toujours eu une forme de paradoxe en France entre la volonté de promouvoir un pays gastronomique et d'offrir de la restauration rapide, et on a toujours eu une évolution aussi de l'adaptabilité. On va prendre le cas des États-Unis, on n'a même pas encore évoqué la raison pour laquelle le hamburger s'appelle hamburger, mais c'est ni plus ni moins le fait que l'immigration de personnes allemandes provenant d'Hambourg, arrivées aux États-Unis au XIXe siècle, ont fait promotion d'une méthode de sandwich qu'ils pratiquaient déjà avec le pain allemand. C'est finalement une adaptabilité de la population à cette époque du 19e qui a fait promotion de cette nouvelle forme de restauration. Et cette adaptabilité, elle est quelquefois présente par l'avènement et l'arrivée d'un nouveau produit, comme la disparition de nouvelles formes de restauration. En termes de restauration rapide, on avait dans le temps des cabanons flottants sur la Loire qui ont disparu. On avait des guinguettes qui étaient des cabanons en dur au bord de la Loire qui ont disparu et qui réapparaissent aujourd'hui et qui offrent une forme de restauration rapide. On avait jadis des pensions de famille où il était possible de manger, voire avoir de la vente à emporter, qui ont disparu et qui réapparaissent, mais pas avec le même format aujourd'hui. Donc des restaurations de rue qui existaient extrêmement au 19e siècle, voire début 20e, et puis avec le besoin de l'hygiénisme du milieu du 20e, petit à petit ont disparu. Alors cette restauration rapide, elle reprend sa place aujourd'hui dans les rues. On pourrait s'en féliciter, compte tenu qu'elle n'est pas là uniquement pour drainer une seule culture américaine, désolé Benoît, mais pour promouvoir la multiculturalité de notre population, compte tenu qu'on trouve des restaurations rapides aujourd'hui Tex-Mex naturellement, mais aussi asiatiques, mais aussi indiennes, mais aussi afro. Donc on a une offre qui est là pour nous faire découvrir le monde à travers l'assiette. Merci beaucoup pour cette réponse. On va se faire une autre pause musicale avec une chanson que notre merveilleux prof, Monsieur Delorme, a choisie pour l'occasion. L'enfer de la malbouffe, Alan Nechayev. Dans la pénombre de son building, Monsieur Goldman, à coups de sax, livres sterling, encaisse les taxes, et dans l'arène, God save the coin. Les hommes triturent, les hommes malaxent, des tonnes de fric, des tonnes de fax, bien engoncés dans leur smoking, parfum dracard, les vieux vikings font le forcing, bombent le thorax, pour un shilling deviennent furax. Chez nous, c'est Satan qui trafique les âmes. Pour un peu d'argent, approchez madame. Pour un peu d'amour, pas besoin de
charme. Juste un peu d'amour et il vous enflamme. C'est le grand crack, Lady Darling. C'est nos smoking dans nos awax. Un petit looping sans écotax. On se relaxe dans les holdings. Et sur le ring, quand ça fait dring, on se prend un drink avant le climax. En packaging, quelques briefings dans nos machines. C'est de l'anthrax. Gardez bien l'axe, tease et Göring. Pas trop de swing ou ça se désaxe. Chez nous, c'est Satan qui trafique les âmes. Pour un peu d'argent, approchez madame. Pour un peu d'amour, pas besoin de larmes. Juste un peu d'amour et il vous enflamme. Dans la pénombre de son building, Monsieur Goldman, à coups de sax, livre sterling, encaisse les taxes. Et dans l'arène, God save the coin. Et dans l'arène, God save the coin. Radio 100% lycéen, en direct sur yeps.fr. De retour à l'antenne en compagnie de Kylian Stangel et de Benoît Sanchez. Kylian, comment lutter contre cette junk food et notamment chez les jeunes qui n'ont pas le pouvoir d'achat ? Alors, je ne sais pas pourquoi il faudrait lutter, c'est pas non plus un ennemi, c'est peut-être quelque chose avec lequel il faut apprendre à vivre simplement, et puis le façonner par rapport à son besoin, ses attentes, et puis sa physionomie, parce que la junk food, en fonction de notre physionomie, n'est pas nécessairement à prendre comme quelque chose de terrible. Maintenant, si on devait connaître l'ennemi, si on estimait que c'était un ennemi, il faudrait peut-être le vivre avec sa famille, faire en sorte que nos parents nous fassent découvrir des formes de nourriture. Alors, on ne peut pas leur reporter non plus tout le rôle éducatif alimentaire, compte tenu que le monde marketing aujourd'hui est tellement présent que les parents eux-mêmes sont dépassés par l'offre qui l'environne. Mais peut-être qu'il faudrait que ça soit un projet de famille global, toutes générations confondues, que d'envisager de découvrir toute l'offre qui existe et qui est à la fin une synthèse multigénérationnelle au sein du cœur familial. Et puis petit à petit, il y a une réflexion non pas uniquement de lecture nutritionnelle, comme on nous le propose aujourd'hui avec le Nutri-Score, mais que ça soit une réflexion sur l'essence de ce que l'on mange. C'est-à-dire qu'est-ce que ça nous apporte comme plaisir dans notre fort intérieur quand on sélectionne quelque chose de trop gras, trop sucré ou trop salé. Est-ce que réellement ça nous apporte un plaisir qui est justifié pour qu'on mette finalement notre physionomie en danger ? Et vous, Benoît, avez-vous des idées pour toucher davantage les jeunes de notre âge ? Oui, j'en ai quelques-unes. Déjà, c'est un apprentissage avant, comme tu disais, qu'il y a un peu les parents qui doivent travailler un peu avec eux sur les recettes, comment bien manger. Et après, moi, j'interviens beaucoup sur les écoles, les lycées. Il y a 2 semaines, je suis intervenu, j'ai fait un chef-d'œuvre au lycée François Cloé où on a fait 350 burgers à la cantine, donc avec déjà le personnel de la cantine. Et toute une classe qui a travaillé dessus et on leur a démontré comment manger un burger et un bon burger et ils ont adoré, donc ils ont aimé ça. J'interviens sur les CFA, sur les lycées professionnels. Je suis à fond sur l'apprentissage, donc moi ça me touche beaucoup l'éducation autour de la nourriture. Et c'est un gros travail dessus et j'essaie de travailler un maximum sur je prends beaucoup d'enfants en stage aussi, donc des stages de collège, je fais beaucoup alors je dirais pas des cours mais des formations justement sur comment travailler certains produits qui sont pas forcément aimés par les jeunes, donc voilà, c'est comment je travaille là-dessus pour les jeunes. D'accord, merci beaucoup Benoît. Peut-être que pour nous mettre l'eau à la bouche, vous pourriez nous donner la recette du gagnant au championnat du monde ? Non. si, je vais le donner. Alors, c'est un potato buns, donc un buns à base de purée de pommes de terre,
avec noix de pécan et popcorn torréfié dessus, en topping. À l'intérieur, vous avez un ketchup, ananas, mangue, piment chipotle et Jack Daniel, donc du whisky. Confit d'oignon en porto. Vous avez 2 steaks Wagyu. Donc Wagyu, c'est une race de viande japonaise et qu'on trouve aussi en Australie. Qu'on a été chercher directement chez un éleveur. On a été voir tout l'élevage du Wagyu. Donc c'était vraiment top. On a mis un cheddar affiné et cheddar fumé dessus. Bacon jam. Donc bacon jam, c'est des tranches de lard qu'on a caramélisées au sirop d'érable et au sauce barbecue. Oignons frits maison au paprika fumé. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Noix de pécan et popcorn, on l'a remis dedans. Et puis après, on a fait une salade fraîcheur. Donc salade d'herbes qu'on a mélangé, coriandre, cerfeuil, persil plat, tartare de tomates. On a fait oignon rouge et on a fait une vinaigrette acidulée. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Ça a l'air d'être très délicieux. Ça ne m'étonne même pas que vous ayez gagné ce championnat. Benoît, avez-vous des nouveaux projets, de nouveaux défis pour la suite de vos aventures? Alors, des projets, oui. Concours, pour l'instant, je suis en stand-by. Voilà, je me donne une année là tranquille. Je devais organiser un festival au mois de septembre que j'ai repoussé parce que voilà, je suis un peu juste sur l'organisation et pas mal de choses. Et donc c'est un festival sur la street, ça s'appelle Street Experience, donc sur tout ce qui touche la street food, street dance, street art, street sport. Donc le projet d'aller au Qatar. J'avais été aussi invité au Japon cette année, mais je peux pas y aller. Voilà, d'autres projets. Après, peut-être d'autres restaurants au niveau national. Donc on verra. On est en train de travailler dessus, savoir si justement on crée une franchise ou si on crée une licence ou voilà, travailler dessus. Donc c'est un gros travail. Donc voilà mes futurs projets. Merci. Kylian, une nouvelle tendance inonde les réseaux sociaux et a même été sujet d'une épreuve Top Chef le 10 avril dernier. C'est la tendance du food porn. Le food porn, c'est quoi et pourquoi un tel succès sur les réseaux? Alors le food porn, comme on l'entend aujourd'hui dans le monde populaire, c'est l'instagramisation, c'est le fait de prendre en photo et de mettre sur les réseaux sociaux ce qu'on mange. Il faut bien comprendre l'origine de la terminologie food porn. Derrière food porn, il y a le mot porn, porno. Donc c'est le fait de se mettre complètement à nu sur les réseaux sociaux à travers ce que l'on mange. J'entends par là que quand on incorpore un produit, un mets à l'intérieur de notre corps, eh bien on ramène finalement des molécules complémentaires qui viennent s'intégrer à l'intérieur de notre corps, de notre physionomie. Quand on prend un morceau de bun et qu'on le met dans notre ventre, eh bien il va devenir un élément de nous-mêmes. Donc à partir du moment où cet élément de nous-mêmes, cette future cellule de nous-mêmes, vient être mise en photo et diffusée sur les réseaux sociaux, c'est l'intérieur de nous-mêmes que l'on met sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire notre plus grande nudité, c'est notre incorporation, notre sensibilité et l'intérieur de nous-mêmes. Alors l'intérieur, non pas nécessairement au sens physiologique, mais l'intérieur au sens psychique, au sens esthésique, c'est-à-dire la représentation de ce que l'on se fait, de ce que l'on mange, et cette esthésie du plat que l'on va intégrer dans notre corps et qui va devenir nous-mêmes, qui va devenir notre identité, eh bien on la met sur les réseaux sociaux, on affiche notre identité de mangeur en prenant en photo et en diffusant au plus grand nombre. Donc faisons attention quand on instagramise quelque chose, parce que ce que vous envisagez de manger à un instant T ne sera peut-être pas l'image de ce que vous voudriez avoir de vous dans 25 ans. D'accord, merci beaucoup. Une dernière question à tous les deux. Avant de nous séparer en musique, on entend souvent dire que la génération Z, les jeunes d'aujourd'hui, on est un culte, paresseux et complètement sous influence des réseaux. Qu'en pensez-vous de cela et notamment pour la défense d'une alimentation de qualité? C'est apprendre à faire la différence, c'est peut-être intéressant, mais c'est pas une question de génération. Je pense que la génération de votre prof, à mon avis, était moins ouverte que vous, parce qu'elle avait moins d'outils de communication, donc du fait de tout ce que votre génération peut avoir pour découvrir le monde dès votre jeune âge, eh bien vous êtes peut-être déjà mieux acquis et mieux armé que l'était votre prof à votre âge. Mais aujourd'hui, finalement, apprendre à faire la différence entre ce qui nous est offert dans les médias et ce que l'on voudrait vraiment en retenir, c'est finalement apprendre à faire la différence entre l'idéalisation et l'idéal. C'est-à-dire que notre idéal de vie, notre idéal de repas n'est pas nécessairement
en corrélation avec l'idéalisation qui nous est offerte dans les médias, qui est avant tout une démarche marketing. Donc finalement, votre génération, vu qu'elle maîtrise l'utilisation des médias, essayez d'utiliser la maîtrise aussi de ce que offrent les médias en termes de présentation. J'ai rien à rajouter. Si. Mais non, j'ai rien à rajouter. Non. Bon. Moi, Dans j'ai tous rien à les cas, dire. n'oubliez pas que les médias sont là pour nourrir votre corps et votre esprit. Et un mec comme Benoît, il est là aussi pour nourrir votre corps et votre esprit, parce que même si on a l'impression que dans l'assiette, c'est le corps qui va incorporer les choses, finalement, quand vous vivez un moment dans son restaurant avec tout le décorum et puis tout le décorum du personnage, ça nourrit plus votre esprit à la sortie du restaurant que votre corps. Merci. Merci beaucoup à vous deux. À 14h, vous retrouverez Zélie, Louane et Lilia pour une émission consacrée à la place de la femme dans l'alimentation. On se quitte avec un morceau de Meudra, un ancien de notre lycée qui n'est ni paresseux, ni inculte et ni influençable. Vous pouvez le retrouver sur Insta @meudra.officiel. On écoute Meudra. Tête cramée, je suis dans le thème. J'ai pas besoin de pour vivre, mon ami. Les envieux m'analysent, je le fais pour ceux qui m'aiment. J'ai compris que j'avais que la famille. Mais j'appelle chi quand y'a blême. Sur personne j'ai compté, personne voulait m'aider. Maintenant reviennent comme si la roue avait coincé. Sur personne j'ai compté, moi. Maintenant reviennent comme si la roue avait coincé. Moi je suis plutôt dans l'agir. Malgré moi j'y récup, mes démons et la stup. Je t'aime, j'ai du mal à le dire. C'est comme une maladie, pour guérir j'ai pas d'outils. J'fais de la taille, j'ai vu un dick dans la ville. Moi, j'ai la tech, j'fais danser des films virés noirs. J'suis peut-être un peu trop dans le Banks, ma vie. Peut-être un peu trop laid, ouais, dans la ville. J'suis peut-être un peu trop dans le Banks, ma vie. Peut-être un peu trop. Peut-être cramé, j'suis dans le thème. J'ai pas besoin de pour vivre, mon ami. Les envieux m'analysent, je le fais pour ceux qui m'aiment. J'ai compris que j'avais que la famille. Mais j'appelle chi quand y'a blême. Sur personne j'ai compté, personne voulait m'aider. Maintenant reviennent comme si la roue avait coincé. Sur personne j'ai compté, moi. Maintenant reviennent comme si la roue avait coincé. 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 There's an endless road to rediscover.